Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait l'Iliade d'Homère. C'est notre deuxième épisode sur cette œuvre et ce soir nous lirons les chants 3 et 4. Si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, bien entendu, vous trouverez dans la barre de lecture de la vidéo ainsi que dans la description de la vidéo un chapitrage, des timecodes qui vous permettront de passer l'introduction, de passer les pauses que j'effectuerai dans ma lecture et d'aller directement au chant qui vous intéresse. Mais pour commencer, petite intro de 5, 10, 15 minutes. Pour moi, bah voilà, le temps de discuter avec les gens du chat sur Twitch. Le temps aussi également de discuter un petit peu de ce qui se passe en ce moment sur la chaîne, tout ça, bref. C'est toujours un petit moment d'animation, on va dire, avant la lecture. Et puis aussi pour que les gens qui justement veulent à tout prix suivre la lecture en live aient le temps d'arriver et le temps de recevoir leurs petites notifications et d'être là à temps. Voilà, voilou. Pour commencer, comme d'habitude, merci à ceux qui ont follow pendant que j'étais en off. Je crois qu'il n'y a que toi, oui. Donc merci à toi. Merci Confiture de poire. J'adore ton pseudo. Merci pour ton follow pendant que j'étais en off, ça fait plaisir. Oui, du coup, voilà, cette semaine, on a repris les lives après une petite pause la semaine passée. On a repris les lives, un rythme plutôt classique, un rythme plutôt normal. Je vous en ai parlé lors du live de mardi, où d'ailleurs, enfin moi perso, j'ai eu l'excellente surprise, j'espère que vous aussi, de vraiment beaucoup aimer l'Iliade d'Homère. Je savais pas trop à quoi m'attendre et j'ai vraiment été très étonné et j'ai trouvé ça vraiment très cool. Donc là, j'ai hâte de voir la suite. Et du coup, oui, sinon, à part ça, je vous avais parlé du coup de la reprise des lives, tout ça. Et du fait que je vais certainement intensifier le nombre de lives dans les temps à venir. J'aimerais bien en tout cas. Et j'aimerais bien encore une fois step up un petit peu. En fait, c'est bizarre ce que je. Voilà, c'est comme une quête infinie à laquelle je ne me. Comment dire? Dont je n'arrive jamais à la fin. Enfin, je sais pas comment dire cette chose-là, mais j'ai toujours une quête de m'améliorer, de toujours faire mieux. Donc voilà, j'essaie de planifier des lives où je me dis je vais essayer de faire mieux, je vais essayer d'améliorer la qualité des lives, je vais essayer de diversifier encore ce que je peux faire, de toujours trouver des plaisirs dans des nouvelles choses, dans des nouvelles émissions, des nouvelles activités, etc., etc. Et donc, je vous en ai parlé mardi, ça implique le retour de peut-être certaines émissions ainsi que l'arrivée de nouvelles émissions. En tout cas, c'est en réflexion. Et notamment, je me suis dit qu'en plus des lives de lecture le mardi et le vendredi à 21h, je rendrais bien officiel, parce qu'en fait c'est quelque chose qui se passe déjà naturellement, le fait qu'une fois par semaine, on ait aussi un rendez-vous gaming avec une session de Sea of Thieves. Je rendrais bien aussi officiel le retour d'une émission, mais je sais pas si j'ai envie de la reprendre toutes les semaines comme je le faisais jusqu'à présent. Vous voyez où je veux en venir. L'émission Et si on découvrait l'univers de League of Legends qui a reçu 100 épisodes déjà, c'est incroyable. Et où du coup, voilà, c'était une découverte du lore du jeu vidéo League of Legends. Donc c'était au final assez proche des lives de lecture puisqu'il s'agissait pour moi de lire les nouvelles qui avaient été publiées sur les personnages de l'univers et ainsi de suite. Donc voilà, c'est assez proche de mes lives de lecture en définitive. C'est quelque chose que j'ai fait pendant longtemps, tous les dimanches à 15h, je crois que je faisais ça. Euh, Là, j'ai envie de refaire cette émission et en même temps, je me tâte à la refaire toutes les semaines, je sais pas encore. Euh, mais il n'est pas exclu, j'y réfléchissais même tout à l'heure. Il n'est pas exclu qu'une émission pop, peut-être même la semaine prochaine, en fait, je sais pas trop. Et voilà, ça signerait peut-être pas le retour de manière hebdomadaire, mais peut-être plus sporadiquement comme ça. En tout cas, comme d'habitude, je vous tiens au courant de tout ça le lundi, puisque c'est le lundi que je mets la prog de toute la semaine disponible sur Facebook, Twitter et Discord. Et en général, pour les émissions qui nécessitent un chouïa de préparation, c'est toujours prévenu dès le lundi pour toute la semaine. Après, il n'est pas exclu, vous le savez, qu'il y ait des lives chaotiques, c'est-à-dire des lives supplémentaires un petit peu plus à l'arrache au cours de la semaine.
Mais voilà, du coup, cette émission-là, il y a aussi l'émission Ça me rappelle une histoire que j'aimerais bien renouveler, que j'aimerais bien refaire après ce long temps de pause sur cette émission. J'espère que vous entendez pas trop de bruit de fond chez moi parce que il pleut fortement sur mon toit et ça a tendance à pas mal résonner. Euh, mais oui, ouais, il y a cette émission, ça me rappelle une histoire où voilà, je trouve qu'elle est de côté depuis très longtemps, j'aimerais bien la ramener. Euh, donc voilà, j'y réfléchis aussi. Il y a l'émission de jeux de rôle Terres Hostiles. J'ai pas mal planché sur le scénario de l'épisode 3, mais en fait, il y a plein de problématiques qui se posent. C'est pour ça aussi que c'est très compliqué pour moi de faire cette émission et de la faire de manière régulière. C'est que j'ai envie de trop de choses et je fais trop de choses à la fois. Et chaque émission individuellement a à elle seule des tonnes de problématiques. Et là, je m'en sors pas trop en ce moment, je dois avouer. Donc voilà, je peux pas vous promettre de quand ça arrivera, mais ça arrivera certainement. Et dans pas trop longtemps, je l'espère. Euh, Sinon, ouais, je me disais aussi en ce moment, je me tâtais beaucoup à peut-être faire des lives vraiment plus chill et plus à l'arrache, comme je disais. Peut-être davantage de live gaming aussi, un petit peu à l'arrache sur des jeux comme ça, peut-être que je ferais en one shot ou quoi que ce soit, plutôt que de faire des let's play ou des longues séries dessus. Je me disais que ça pouvait être sympa, peut-être lancer des sessions un peu sauvages comme ça, en pleine journée, en pleine nuit, d'un jeu random et juste tester le jeu, voir un petit peu. C'est un truc qui me botte en ce moment, c'est un truc qui me trotte en tête du moins. Et sur la même idée, peut-être même des lives avec des concepts un petit peu plus, je vais pas dire plus pauvres, mais moins travaillés en amont, moins réfléchis. Et juste voilà, se lancer en live sur différentes choses. Par exemple, les lives de musique, j'arrête pas d'en parler. J'ai essayé des tonnes de configurations, j'ai essayé des tonnes de conditions, de, de réglages, etc., etc. Je ne trouve vraiment pas comment faire des lives de musique avec le matériel que j'ai à disposition et les connaissances que j'ai, qui ait une qualité sonore sympathique. Donc du coup, soit il va falloir que je continue à chercher, à tester, soit il va falloir que j'achète des nouvelles choses, qui est un peu chiant. Donc voilà, ça pareil, mais c'est vrai que c'est les trucs sur lesquels je sais que ça fait déjà beaucoup de choses là, tout ce que je viens de vous énumérer, mais ce sont les choses sur lesquelles je travaille en ce moment et sur lesquelles je planche beaucoup. Qu'est-ce que j'entends par plancher? C'est-à-dire que j'y réfléchis beaucoup en fait. Alors j'essaie aussi dans les faits de les faire advenir, hein, bien entendu. Et j'essaie d'y travailler concrètement aussi. Mais c'est vrai que c'est aussi beaucoup de planification et de, je vais dire presque de méthodologie, où je me dis, ok, je veux multiplier mes activités, je veux faire plein de choses à la fois. Comment je fais pour réussir à faire tout ça? Comment je fais pour réussir à tout caser dans le même emploi du temps et à ce qu'il n'y ait pas une baisse de qualité sur l'un des projets, que tous soient valables, que tous m'amusent et soient potentiellement intéressants à regarder en live et ainsi de suite. Donc ouais, il y a tout un tas de choses qui entrent en compte. Même par exemple sur les lives plus chill, plus décontracts, j'hésitais par exemple ces temps-ci à me dire, est-ce que je ferais pas le nouvel habillage donc du coup le nouvel overlay de la chaîne directement en live, etc. Ou même juste les recherches pour cet overlay, je sais pas. Il y a tout un tas de choses vraiment possibles, même de l'écriture, je pensais. Enfin, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il y a tellement de possibilités, il y a tellement de choses que j'aime, mais ça demande à chaque fois un petit peu de travail, un petit peu de travail, un petit peu de travail, que bah, il faut faire des choix et c'est pas toujours facile. Et puis aussi, j'ai envie de dire, comment dire, c'est pas limité, mais c'est comme si il y avait une quantité de motivation, une quantité d'inspiration, une quantité d'efforts possibles à fournir aussi, entre guillemets, et que bah, c'était pas toujours évident de se mettre à égale force, à égale volonté sur tous les projets et ainsi de suite. C'est pour ça aussi que je suis entré dans une sorte de rotation où en fait j'aime bien maintenant me dire, bon bah en ce moment la priorité c'est ça. Et ça fait quelque temps comme ça que par exemple la priorité récemment ça a été de faire l'épisode 2.5 de Terres Hostiles, mon jeu de rôle. Et avant ça la priorité c'était de sortir ma musique Listen, enfin ma chanson Listen. Et donc voilà, il y a un truc comme ça qui s'instaure mais qui prend du temps on va dire. Et ouais, c'est marrant, ça fait presque
je me confie à vous, je fais ma psychanalyse là en live. Mais ouais, il y a un truc comme ça où je suis vachement en recherche en ce moment, j'ai l'impression. Je suis vachement en questionnement, en recherche sur comment perpétuer l'activité Planétéo, comment continuer la chaîne et de quelle manière et dans quelle modalité et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui me trottent dans l'esprit ces temps-ci. Il y a aussi l'émission à l'abordage, par exemple. Le premier épisode sur l'album Let the Bad Times Roll m'a vraiment vraiment plu et ça m'a vraiment donné envie d'en refaire. Et ça sera chose faite dès demain, puisque si vous le désirez, n'hésitez pas à me rejoindre, moi, mais pas que moi, puisque j'aurai un invité Jumpy dès 14h. Et puis donc à 14h, on fera un à l'abordage de Dark Crystal, le temps de la résistance. On va parler ensemble, discuter ensemble pendant, je pense, 2-3 heures, si possible, de la série Netflix, du coup. Et puis, bah voilà, si vous me regardez sur YouTube en rediffusion, n'hésitez pas à checker, ça risque d'arriver en rediffusion très vite aussi sur YouTube. Mais ouais, il y a tellement de choses, tellement, tellement de choses dont j'ai envie, tellement, tellement de choses que j'ai envie de mettre en place. Et le temps, et la motivation, et les capacités, et plein de choses. Donc c'est pas toujours évident. Donc ouais, je suis pas mal en quête en quête d'organisation, ça veut trop rien dire, mais en quête de comment trouver la bonne balance, le bon équilibre entre tout ça. Et encore là, je vous dis, je vous ai déjà sorti, je vous ai déjà énuméré beaucoup trop de choses. Et je vous dis pas tout ce que j'aimerais faire en vrai. Mais bon. Parce qu'en plus là, je vous ai beaucoup parlé des lives, mais il y a aussi des choses hors live que j'ai envie de faire. Enfin bon, bref. Donc c'est ouais, c'est compliqué de se mettre à tout ça d'un coup et à mener de front tous ces différents projets. Euh, Autre chose que j'avais en tête d'ailleurs, qui me venait à l'instant. Oui, j'ai remarqué là il n'y a pas longtemps bah, qu'on est déjà en mai, à la mi-mai, ce qui veut dire qu'on arrive bientôt en juin, ce qui veut dire qu'ensuite ça sera juillet, août, l'été, etc. Où en général je fais moins de live parce que la chaleur ne me le permet pas forcément. Plus le fait que souvent je fais une pause un peu plus conséquente en été dans les lives. Donc du coup je me suis dit que c'était le bon moment puisque j'ai rematé brièvement sur YouTube les deux précédents hors série de la série de lecture si je peux dire, de la série Et si on lisait, datés je crois de juin et de juillet ou quelque chose comme ça des années précédentes. Donc voilà, ça va faire quasiment un an, le cycle va reprendre, va se perpétuer. Et donc il y aura certainement leur série numéro 3 des Si on lisait très bientôt, qui va consister tout simplement à la complétion de la tier list qu'on a entamée l'année passée. Donc voilà, à ma tier list de toutes les lectures que j'ai fait depuis le début de ma chaîne, je vais ajouter les lectures depuis un an. Et donc, de la même manière, les classer, alors vraiment, c'est vraiment selon mes goûts, et en soi, ça n'a pas du coup un énorme intérêt, je peux le concevoir, mais c'est surtout un prétexte pour en fait rediscuter un petit peu de ces œuvres, reparler un petit peu et faire un petit peu rétrospectivement le bilan de tout ce qu'on a pu lire sur la chaîne et peut-être se rendre compte, ah ouais, bah en fait, tel texte j'avais plutôt bien aimé, au final, j'aime pas tant que ça, je regarde pas un souvenir impérissable, ou peut-être que là, je me rends compte que au final, on a fait beaucoup de textes dans le même genre, alors ce serait bien de tenter autre chose. Bref, c'est un peu voilà l'occasion du bilan, on va dire, et potentiellement du coup de recommandations, de mini-résumés, etc. Qui vous pourront vous donner des lectures sympathiques de votre côté, je ne sais pas. Bref, sur ce, j'ai beaucoup parlé en cette introduction, comme d'habitude. On va se lancer sur la lecture, sachant qu'aujourd'hui je lis le chant 3 et 4 qui font 10 pages chacun. On s'est rendu compte lors du premier live que la lecture va être assez ardue. Non pas qu'elle soit difficile à lire, je trouve qu'elle est très plaisante à lire jusqu'à présent et qu'elle est vraiment cool. Je suis même étonné à quel point c'est digeste. Je m'attendais à quelque chose de peut-être un peu plus difficile. En fait, la difficulté va résider dans le fait que c'est un texte très long, je pense. Et donc, rien que vous lire 10 pages et 10 pages ce soir, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, je ne sais pas exactement comment je vais découper parce que si je découpe deux chants
à chaque fois. Il y a des fois où ça pourra faire 1h30, 2 heures, et il y a des fois où je pense que ça ferait 3 heures, 3 heures et demie, ce qui est beaucoup trop long pour un live de lecture, je trouve. Donc voilà, je ne sais pas encore exactement comment je vais faire la découpe sur cette œuvre. Nous verrons en temps et en heure. Pour le moment, on a le programme du soir, alors on va s'y plonger. Hop, je vous souhaite à tous une bonne écoute, que vous me regardiez sur Twitch en live ou en rediffusion sur YouTube. Je vous ai même pas d'ailleurs souhaité la bonne santé les amis, je vous souhaite de passer un agréable moment en ma compagnie. Et je vais me lancer sans plus de cérémonie. La dernière fois, le chant 2 se terminait sur une énumération très très longue de tous les noms propres de toutes les personnes et de tous les lieux qui ont pris part à la bataille, hein, grosso modo. Donc voilà, c'était la partie la moins intéressante du premier live, la toute fin de lecture. Mais là, je pense que maintenant qu'on a passé tout ça, on va revenir sur des trucs plus sympathiques. Allez, bonne écoute à tous. Chant 3. Quand ils se furent rangés, chaque troupe jointe à son chef, les Troyens marchèrent avec des cris stridents et des appels, comme en font les oiseaux. À la face du ciel, tel s'en vient le cri strident des grues, lorsque, fuyant les pluies prodigieuses d'hiver, avec des cris elles volent vers les courants de l'océan, aux pygmées apportant le massacre et la mort, et, tôt le matin, leur offrent le combat qui fera leur malheur. Les Achéens, eux, marchèrent en silence, respirant la force, ne pensant dans leur cœur qu'à s'assurer mutuelle protection. Sur les cimes d'un mont, Notos répand la brume, ennemi des bergers, aux voleurs meilleurs que la nuit. Et l'on ne voit pas plus que le jet d'une pierre. Tel se levait, compact, la poussière sous les pieds des hommes qui marchaient, en toute hâte traversant la plaine. Leur marche opposée les ayant rapprochés, Alexandre d'apparence divine s'avança comme champion des Troyens. Aux épaules, il avait une peau de léopard, un arc recourbé et un glaive, et brandissant 2 piques casquées de bronze, il provoquait toute l'élite des Argiens à l'affronter dans la tuerie terrible d'un combat. Lorsque Ménélas, chéri d'Arès, l'aperçut, qui venait à grands pas en avant de la foule, on eût dit le lion que réjouit la rencontre du grand corps qu'il a trouvé d'un cerf cornu ou d'une chèvre sauvage. Il avait faim. Ah, comme il le dévore en dépit des chiens rapides, des vigoureux gaillards qui bondissent sur lui. Tel se réjouit Ménélas, quand ses yeux virent Alexandre d'apparence divine. Il pensa qu'il allait châtier le coupable. À l'instant, il sauta de son char, à terre, avec ses armes. Quand Alexandre d'apparence divine le vit paraître parmi les champions, il eut un coup au cœur. En arrière il recula, dans la troupe de ses compagnons, cherchant à esquiver la mort. Voit-on un serpent dans un vallon montagneux, vite en arrière on s'éloigne, on se sent pris d'un tremblement des membres, on recule, on bat en retraite. Une pâleur vous saisit les joues. Ce fut ainsi qu'Alexandre d'apparence divine se replongea dans la foule des fiers Troyens, par crainte du fils d'Atrée. Hector le vit, et lui chercha querelle en termes infamants. Paris de malheur, champion de beauté, séducteur fou de femmes, si seulement tu n'étais pas né, si tu avais péri sans mariage, c'est cela que j'aurais voulu, qui eût beaucoup mieux valu que de te voir comme tu es, un opprobre, l'objet du mépris d'autrui. Ah, il rit aux éclats, je suppose, les Achéens chevelus, qui ont pris le champion pour un brave, parce qu'il a sur lui une belle apparence, alors qu'il n'a au cœur ni force ni vaillance aucune. Et tel étant, oui, dans les nefs des hautes traversées, tu as vogué sur la mer avec la troupe de tes compagnons, si fort prisés de toi, effrayante avec des étrangers, tu as ramené d'une terre lointaine une femme d'une beauté parfaite, mariée chez des porteurs de lances. Et par elle pâtisse grandement ton père, ta cité, ton peuple entier, se réjouissent nos ennemis, et toi-même baisse les yeux. Ne saurais-tu tenir devant Ménélas, chéri d'Arès? Tu connaîtrais quel homme il est, celui dont tu possèdes la campagne épanouie. Ta cithare te sera inutile, et les dons que te fit Aphrodite, et tes cheveux et ta beauté, si un jour tu étreignais la poussière. Mais les Troyens sont fort pusillanimes. Oui, tu aurais déjà revêtu la tunique de pierre pour tout le mal dont tu es l'ouvrier. Alexandre d'apparence divine lui dit alors. Oui, Hector, tu m'as cherché querelle, justement, dans les limites de la justice.
Ton cœur est comme la hache inusable qui traverse le bois qu'un homme taille avec art pour servir au nef, et qui augmente la portée de ses coups. Tel tu as dans la poitrine un cœur intrépide. Ne m'objecte pas les dons aimables d'Aphrodite dorée. Il ne faut pas rejeter, crois-moi, les dons merveilleux des dieux, qu'ils nous accordent eux-mêmes, et que nul ne saurait choisir à son gré. Mais si tu veux me voir aujourd'hui livrer bataille et combattre, fais asseoir les autres, les Troyens et tous les Achéens. Puis mettez-nous aux prises, au centre du terrain, Ménélas, chéri d'Arès et moi, que nous combattions pour Hélène et pour tous ses trésors. Que celui qui vaincra, et sera le plus fort, prenne et emmène chez lui la femme avec absolument tous ses trésors. Vous autres, après avoir conclu un pacte loyal d'amitié, vous habiteriez les bonnes terres de la Troade. Quant aux Achéens, qu'ils retournent dans l'Argos, où paissent les chevaux, et l'Achaïe, où les femmes sont belles. Il dit. Hector, lui, se réjouit fort d'entendre ces propos. Il se rendit au centre du terrain et refoula les lignes des Troyens, ayant par le milieu saisi sa pique, et eux de s'installer tous. Mais les Achéens chevelus lui lançaient des traits. Ils le visaient, tirant des flèches et des pierres. Alors le seigneur suzerain Agamemnon poussa un grand cri. « Arrêtez, Argiens! Ne tirez pas, fils des Achéens! Hector, au casque étincelant, nous fait connaître qu'il va dire quelque chose. » Ainsi parla-t-il. Eux d'arrêter le combat, se hâtant de faire silence. Et devant les deux armées, Hector dit. « Troyens et Achéens, porteurs de bonnes jambières, écoutez de ma bouche les propos d'Alexandre, à cause de qui notre querelle s'éleva. Il invite les autres, les Troyens et tous les Achéens, à déposer leurs belles armes sur la terre qui tend d'être nourrie, afin que Ménélas, chéri d'Arès, lui-même combatte seul, au centre du terrain, pour Hélène et pour tous ses trésors. Que celui qui vaincra et sera le plus fort prenne et emmène chez lui la femme avec absolument tous ses trésors. Nous autres, concluons un pacte loyal d'amitié. » Ainsi parla-t-il, et les autres gardèrent tous le silence sans bouger. Ménélas, le bon crieur, s'adressa aussi à eux, et leur dit. « Écoutez-moi aussi à présent. C'est dans mon cœur surtout que la souffrance est venue, mais mon idée, c'est qu'Argiens et Troyens désormais se séparent, car vous avez éprouvé 1000 maux pour ma querelle et pour son instigateur Alexandre. Celui de nous dont le destin et le trépas sont préparés, ah, qu'il meure, et vous autres puissiez-vous vous séparer très vite. Apportez des agneaux, un agneau blanc, une agnelle noire, pour la terre et pour le soleil. Nous en apporterons un autre pour Zeus. Vous amènerez Priam le fort, pour qu'il conclue le pacte lui-même, puisque ses fils sont indolents et déloyaux, afin que nul par ses excès ne mette à mal le pacte de Zeus. Les cœurs juvéniles toujours se soulèvent. Le vieil homme est-il avec eux? Il regarde à la fois le passé, l'avenir, et cherche le moyen de procurer aux deux parties la solution sans comparaison la meilleure. Il dit. Achéens et Argiens se réjouirent, espérant mettre un terme aux misères de la guerre. Ils arrêtèrent les attelages sur les lignes. Eux-mêmes descendirent, se dépouillèrent de leurs armes et les déposèrent sur le sol, tout proches l'un de l'autre, un faible espace les séparant. Hector, vers la ville, en hâte, envoya 2 héros pour apporter les agneaux et inviter Priam. Le puissant Agamemnon, quant à lui, dépêcha Talthybios pour qu'il se rendît aux nefs creuses et lui ordonna d'apporter un agneau. Et l'autre ne fut pas indocile au divin Agamemnon. Iris était venue de son côté, en messagère auprès d'Hélène au bras blanc, ayant l'apparence de sa belle-sœur, l'épouse du fils d'Anténor. Le fils d'Anténor, le puissant Hélicaon, l'avait pour femme. C'était Laodicée, qui l'emportait pour la beauté sur les filles de Priam. Iris trouva Hélène dans ses appartements. Elle tissait une grande pièce de toile, un double manteau pourpre, où elle brodait les luttes sans nombre des Troyens dompteurs de chevaux et des Achéens à côtes de bronze, qui subissaient à cause d'elle les coups des paumes d'Arès. S'arrêtant à son côté, Iris au pied prompt lui dit « Ma jeune dame, viens ici voir ce que font d'étonnants les Troyens dompteurs de chevaux et les Achéens à côtes de bronze. Auparavant dans la plaine, les uns contre les autres, ils portaient la guerre, source de tant de larmes, dans l'impatient désir des funestes batailles. Aujourd'hui, ils sont assis en silence. La bataille a cessé. Ils sont appuyés sur leurs boucliers, et leurs longues javelines sont auprès d'eux plantées. Mais avec leurs longues javelines, Alexandre et Ménélas, chéris d'Arès, vont livrer un combat dont tu sauras l'enjeu. On t'appellera la femme du vainqueur. » Ce disant, la déesse mit au cœur d'Hélène le doux désir de son premier mari, de sa ville, de ses parents.
Elle se couvrit aussitôt d'un fin tissu de lin tout blanc, et quitta sa chambre en versant de tendres larmes. Elle n'était pas seule. Il y avait avec elle 2 servantes aussi qui la suivaient, Aïtré, la fille de Pitthée, et Clyménée, à face de Génis. Puis elles parvinrent sans tarder au lieu où se trouvaient les portes C. Priam, Panthoos et Timoïthès, Lampos, Clytios, Icétaon, un rejeton d'Arès, ainsi Coucalégon et Anténor, tous 2 gens avisés, étaient assis aux portes C. C'étaient les anciens du pays. La vieillesse, pour eux, avait mis un terme à la guerre. De bons discoureurs, en revanche, on eût dit des cigales, qui, se posant sur un arbre, laissent échapper par la forêt leur voix de lys. Tels les chefs des Troyens siégeaient sur le rempart. Quand ils virent Hélène aller sur le rempart, ils s'adressèrent doucement l'un à l'autre des mots empennés. « Il n'y a pas à s'indigner que les Troyens et les Achéens, porteurs de bonnes jambières, soient depuis un si long temps à l'épreuve des souffrances à cause d'une telle femme. Quand on est en face d'elle, c'est terrible, elle ressemble aux déesses immortelles. Eh bien, même ainsi qu'elle parte, telle qu'elle est sur les nefs, ah, qu'elle ne reste pas pour nous faire pâtir et nos enfants plus tard. » Ce furent leurs paroles, et Priam, donnant de la voix, appela Hélène. « Viens ici, mon enfant, assieds-toi devant moi, pour voir ton premier époux, tes alliés, tes amis. Je ne te mets point en cause, ce sont les dieux que je mets en cause. Ils ont sur moi lancé la guerre, source de tant de larmes avec les Achéens. Je veux que tu me dises au juste le nom de cet homme prodigieusement grand. Ce noble et grand Achéen, qui est-il? En vérité, il en est d'autres qui sont même plus grands de la tête, mais mes yeux n'ont pas encore vu un homme qui eut une telle beauté et mérita tant le respect. Il a l'air d'un roi. » Hélène, la céleste femme, en réponse lui dit « Je te vénère et te crains, mon beau-père. Ah, la mort cruelle eût dû faire mes délices quand j'ai suivi ici ton fils, laissant mon lit, mes parents, une fille tendrement aimée, une société aimable. Il n'en fut pas ainsi. Et c'est pourquoi je me consume dans les pleurs. Mais ce dont tu t'enquières et que tu me demandes, je vais te le dire. Celui-là, c'est le tout-puissant Agamemnon, fils d'Atrée, un noble roi, et tout autant un robuste guerrier. En outre, c'était mon beau-frère, à moi, la face de chienne. Si cela fut jamais. » Ainsi parla-t-elle. Le vieillard fut dans l'admiration, et, élevant la voix, « Heureux Atride, race bien partagée, destin fortuné en vérité que de fils d'Achéens sont soumis à ton joug. Je suis allé déjà dans la Phrygie couverte de vignes, où j'ai vu une grande foule de Phrygiens aux rapides poulains, gens d'Autrée, de Mygdon égal aux dieux, qui campaient alors au bord du Sangarios. J'étais leur allié, et fus moi aussi compté parmi eux, le jour où vinrent les Amazones égales aux hommes. Mais les Phrygiens même n'étaient pas aussi nombreux que les Achéens aux yeux noirs. » Le vieillard vit encore Ulysse, et questionna pour la 2e fois. « Eh bien, celui-là aussi, mon enfant, dis-moi qui est-ce? Il est plus petit de la tête qu'Agamemnon l'Atride, mais, à le voir, il est plus large à la poitrine et des épaules. Ses armes gisent sur le sol qui tend d'être nourri, et lui, comme un bélier, passe en revue les rangs de ses hommes. Pour moi, je le compare au mâle à l'épaisse toison qui parcourt son grand troupeau de brebis toutes blanches. » Alors Hélène, née de Zeus, répondit. « Cet autre-là, c'est le fils de Laërte, Ulysse aux 1000 dessins, qui fut nourri dans le pays de la rocailleuse Ithaque. Il est plein de ruses de toutes sortes et de pensées subtiles. » La visée Anténor lui repartit alors. « Quelle parole véridique tu as dite là, femme! Un jour déjà, le divin Ulysse est venu ici même, pour un message à ton sujet, avec Ménélas chéri d'Arès. Je leur donnai l'hospitalité et les traitai en amis dans mon manoir. Je connus leur prestance et la subtilité de leurs pensées à tous deux. Quand ils se joignirent à l'assemblée des Troyens, eux debout, Ménélas dépassait Ulysse de ses larges épaules. Tous deux s'asseyant, Ulysse méritait le respect davantage. Mais quand ils se mirent à tisser les pensées et les mots devant tous, en vérité, Ménélas avait le discours facile, disant peu, mais d'une voix très claire. Point de faconde, nul égarement dans la parole. Il faut dire qu'il était moins âgé. Quand Ulysse mit le dessein d'un bond se dresser, il regardait en bas, les yeux fixés à terre. Il ne mouvait son sceptre ni en arrière ni en avant. Il le tenait tout raide. On eût dit un être malhabile, quelqu'un qui était, eût-on cru, plein de rancune, ou simplement privé de sens. Mais quand il laissait de sa poitrine s'échapper sa grande voix, avec des mots pareils aux flocons d'une neige d'hiver, aucun autre mortel n'eût pu alors rivaliser avec Ulysse. Et la beauté d'Ulysse à ce moment-là
nos yeux ne l'admirèrent pas autant. Le vieillard vit encore Ajax, et questionna pour la 3e fois. Cet autre grand et noble Achéen, qui est-il? Il dépasse les Argiens de la tête et de ses larges épaules. Hélène au long voile, la céleste femme, lui répondit. C'est le prodigieux Ajax, le rempart des Achéens. De l'autre côté, parmi les Crétois, se tient debout Idoménée, tel un dieu. Autour de lui s'assemblent les chefs des Crétois. Souvent, Ménélas, chéri d'Arès, lui donna l'hospitalité dans notre maison quand il arrivait de Crète. À présent, je vois tous les autres Achéens aux yeux vifs. Je pourrais parfaitement les reconnaître et te dire leurs noms. Mais il m'est impossible de voir les ordonnateurs du peuple des guerriers, Castor, dompteur de chevaux, et Pollux, le bon boxeur, mes propres frères, qui furent enfantés par la même mère que moi. Ou ils n'ont pas quitté l'aimable Lacédémone et suivi les autres, ou, les ayant suivis jusqu'ici, sur les nefs des hautes traversées, maintenant ils ne consentent pas à se plonger dans le combat des guerriers, par crainte des 1000 propos déshonorants et injurieux qui sont mon lot. Ainsi parla-t-elle. Mais cela, désormais, la mère de la vie, la terre, les retenait, à Lacédémone même, dans leur patrie. Mais les héros portaient par la ville les offrandes dues aux dieux pour un pacte loyal. 2 agneaux, et, dans une outre en peau de chèvre, le vin, fruit de la glèbe, qui donne de joyeux pensées. Le héros Idaïos portait un cratère brillant, avec des coupes en or. Il vint aborder le vieillard, et, le pressant d'agir, il lui dit. Lève-toi, fils de Laomédon. L'élite des Troyens dompteurs de chevaux et des Achéens à côte de bronze t'invite à descendre dans la plaine, pour que vous concluiez un pacte loyal. Avec leurs longues javelines, Alexandre et Ménélas chéri d'Arès vont livrer un combat dont la femme sera l'enjeu. La femme et ses trésors suivraient le vainqueur. Nous autres, après avoir conclu un pacte loyal d'amitié, nous habiterions les bonnes terres de la Troade. Quant aux Achéens, ils retourneront dans l'Argos, où paissent les chevaux, et la caille, où les femmes sont belles. Il dit, et le vieillard frissonna. Il ordonna à ses compagnons d'atteler les chevaux. Eux se hâtèrent d'obéir. Priam, étant monté, tendit les rênes en arrière. Anténor vint près de lui sur le char d'une rare beauté, et passant par les portes C, ils conduisirent leur prompt attelage vers la plaine. Lorsqu'ils furent arrivés parmi les Troyens et les Achéens, ils descendirent de l'attelage sur le sol qui tend d'être nourri, et se rangèrent au milieu des Troyens et des Achéens. Alors, sur le champ, le seigneur suzerain Agamemnon se leva. Ulysse, au milieu dessein, se mit debout. Les nobles héros rassemblèrent les offrandes dues aux dieux pour un pacte loyal, mêlèrent le vin dans le cratère et puis versèrent de l'eau sur les mains des rois. L'Atride, de la main tirant le coutelas qui pendait toujours à côté du grand fourreau de son glaive, coupa des poils aux têtes des agneaux. Puis les héros des Troyens et des Achéens les distribuèrent aux plus nobles. Et l'Atride, levant les mains, pour eux à pleine voix fit un vœu. Zeus Père, qui règne sur l'Ida, très glorieux, très grand, soleil qui voit tout, qui entend tout, fleuve, terre, et vous, qui aux enfers punissez les défunts, auteurs d'un faux serment. Soyez nos témoins et veillez sur un pacte loyal. Si Alexandre tue Ménélas, qu'il ait pour lui alors Hélène et tous ses trésors, et nous, partons sur les nefs des hautes traversées. Mais si le blond Ménélas tue Alexandre, aux Troyens alors de rendre Hélène et tous ses trésors, et de payer aux Argiens une indemnité décente qui aille aux mains des hommes à venir. Si Priam et les fils de Priam ne consentent pas à me payer l'indemnité, quand Alexandre sera tombé, eh bien moi, alors je combattrai pour la vengeance, et resterai sur place, jusqu'à ce que je parvienne à achever la guerre. Il dit, et du bronze sans pitié il trancha la gorge des agneaux, les déposa sur le sol, se débattant, privés de vie. Le bronze avait pris leur vigueur. Ils puisèrent au cratère avec les anapes, et versèrent le vin, adressant leurs prières aux dieux, dont la race dura jamais. Et tels des Achéens et des Troyens de répéter ces mots. Zeus très glorieux, très grand, et vous autres, dieux immortels, ceux qui prendraient l'initiative de violer le pacte, que coule leur cervelle sur le sol comme ce vin, leur cervelle et celle de leurs enfants, et que leurs femmes soient soumises aux jougs des étrangers. Telles furent leurs paroles, et le fils de Cronos en aucune façon ne leur accorda de les accomplir. Mais devant eux, Priam le Dardanide prit la parole et dit « Écoutez-moi, Troyens et Achéens, porteurs de bonnes jambières. Je vais repartir, croyez-moi,
Vérilion l'éventé. Car je ne supporterai d'aucune façon de voir de mes yeux mon fils combattre contre Ménélas, chéri d'Arès. Auquel des deux le destin a-t-il marqué le terme de la mort? Zeus le sait, je suppose, avec les autres dieux immortels. Il dit, et posa les agneaux sur le char, pareil à un dieu. Lui-même étant monté, tendit les rênes en arrière, et Anténor vint près de lui sur le char d'une rare beauté. Ils s'en retournèrent donc vers Ilion. Hector, le fils de Priam, et le divin Ulysse commencèrent par mesurer le terrain, et puis, prenant les sorts, ils les agitèrent dans un casque armé de bronze, pour décider lequel lancerait le premier la javeline de bronze. Et le peuple des guerriers de prier, et de lever les mains vers les dieux, et tel des Achéens et des Troyens de répéter ces mots. Zeus Père, qui règne sur l'Ida très glorieux, très grand, accorde-nous que celui des deux qui à nos deux nations infligea ces travaux pénètre, ayant péri dans la demeure d'Hadès, et que nous ayons un pacte loyal d'amitié. Ce furent leurs paroles. Le grand Hector, au casque étincelant, agita les sorts en regardant en arrière. Le sort de Paris s'élança rapidement dehors. Les autres alors s'assirent par rang, chacun à l'endroit où se trouvaient ses chevaux prompts à lever le pied et ses armes travaillées avec art. Pour lui, le divin Alexandre, l'époux d'Hélène aux beaux cheveux, passant autour de ses épaules, il se couvrit de ses belles armes. D'abord, autour de ses jambes, il plaça ses belles jambières, ajustées au couvre-cheville d'argent. Puis, en second lieu, autour de sa poitrine, il revêtit la cuirasse de son frère Lycaon, qu'il ajusta sur lui. Passant autour de ses épaules, il mit son glaive de bronze clouté d'argent, et puis un bouclier grand et solide. Sur sa tête robuste, il posa un casque d'un travail accompli, garni d'une queue de cheval, avec au-dessus un panache qui s'inclinait, terrible. Puis il se saisit d'une forte javeline bien ajustée à sa paume. De la même façon, le belliqueux Ménélas revêtit son équipement. Après s'être armés, de part et d'autre de la foule, ils se rangèrent au milieu, entre les Troyens et les Achéens, avec des regards terribles, et la stupeur tenait les spectateurs. Troyens dompteurs de chevaux, et Achéens porteurs de bonnes jambières. Ils s'arrêtèrent, tout proches, sur le terrain mesuré, secouant leurs javelines, pleins de mutuelle rancune. Et d'abord Alexandre lança la javeline, dont l'ombre s'allonge, et frappa l'Atride contre son bouclier parfaitement balancé, sans que le bronze le rompît. Et sa pointe se recourba sur le robuste bouclier. En second lieu, Ménélas l'Atride s'élança avec son arme de bronze, adressant ses vœux à Zeus Père. Seigneur Zeus, accorde-moi de châtier celui qui le premier s'est mal conduit envers moi, le divin Alexandre, et dompte-le sous mon bras, pour que l'on frissonne de crainte, jusque chez nos lointains descendants, à l'idée de se mal conduire envers un hôte accueillant qui se montre un ami. Il dit, et brandissant la javeline dont l'ombre s'allonge, il la lança et frappa le fils de Priam contre son bouclier parfaitement balancé. La forte javeline traversa le bouclier brillant et se trouva plantée à travers la cuirasse, ouvrage d'un grand art. Tout droit, le long du flanc, la javeline déchira la côte. Alexandre, se penchant, évita la caire noire. L'Atride, tirant son glaive clouté d'argent, le leva et frappa la corne du casque, mais le glaive autour de lui tomba de sa main en 3 ou 4 débris, et l'Atride de crier sa douleur en regardant le vaste ciel. « Zeus Père, aucun autre des dieux n'est plus pernicieux que toi. Ah, je pensais châtier Alexandre de sa malfaisance, mais non, mon glaive s'est cassé dans ma main. Ma javeline a bondi inutilement de ma paume, et je ne l'ai pas frappé. » Il dit, et d'un bond il le prit par son casque à broussailles de crin, et le tournant vers lui, se mit à le tirer parmi les Achéens porteurs de bonnes jambières. En dessous de son cou délicat, Alexandre était étouffé par la courroie bien cousue, verrou du casque tendu sous son menton. Et il l'eût tiré, il eût remporté une gloire inexprimable, si la fille de Zeus, Aphrodite, ne l'eût aperçu de son regard aigu. Elle rompit sa courroie, faite du cuir d'un bœuf tué d'un coup vigoureux, et ce fut un casque vide qui vint avec la forte main de Ménélas. Le héros alors le fit tournoyer, et le jeta au milieu des Achéens porteurs de bonnes jambières, et ses compagnons, si fort prisés de lui, l'emportèrent. Alors il s'élança de nouveau, dans son ardent désir de tuer avec sa javeline de bronze. Mais Aphrodite saisit Alexandre. Ce lui fut très aisé, étant une déesse. Elle le recouvrit d'une abondante vapeur et lui fit prendre place dans sa chambre odorante où brûlaient des parfums. Elle partit encore appeler elle-même Hélène. Elle la trouva sur le haut rempart. Une foule de Troyennes l'entourait.
De la main, elle la saisit par sa robe aux senteurs de nectar, donna une secousse et lui adressa la parole sous l'aspect d'une vieille d'antique naissance qui travaillait la laine, et quand elle habitait à Lacédémone, employait pour elle son art au bolénage. Elle l'aimait par-dessus tout. Ayant donc cette apparence, la céleste Aphrodite lui dit, en élevant la voix, « Viens par ici. Alexandre t'invite à retourner au logis. Il est là, dans sa chambre, sur son lit travaillé autour. Sa beauté et ses vêtements le font resplendir. Tu ne croirais pas qu'il est arrivé après s'être battu avec un homme. Tu dirais qu'il part pour la danse ou qu'il s'assied, tout juste finissant de danser. » Ce furent ses paroles, et elle émut dans sa poitrine le cœur d'Hélène. Lorsqu'elle aperçut le cou d'une incomparable beauté de la déesse, sa poitrine pleine d'attraits et ses yeux éblouissants, alors la stupeur la prit et elle lui dit en détachant les mots, « Pourquoi, ma divine, souhaites-tu ainsi me tromper? Vas-tu m'emmener plus loin, en quelques lieux des villes bien peuplées de la Phrygie ou de l'aimable Méonie? Tu as là aussi quelque homme mortel que tu aimes? Parce que Ménélas aujourd'hui a vaincu le divin Alexandre et veut m'emmener au logis, moi, un objet d'horreur. C'est pour cela que tu es venu ici maintenant m'aborder avec des pensées trompeurs. Va t'installer chez lui, renonce à la route des dieux. Que tes pas ne retournent plus vers l'Olympe. Jour après jour, sois malheureuse pour lui, et veille sur lui jusqu'au moment où il fera de toi sa femme, ou même son esclave. Moi je n'irai pas là-bas. Ce serait chose indigne, lui préparer son lit. Les Troyennes, plus tard, me lanceront toutes leurs sarcasmes, et j'ai au cœur des angoisses sans fin. » La céleste Aphrodite s'irrita, et élevant la voix lui dit, « Ne me provoque pas, obstiné. Prends garde que dans ma colère je ne t'abandonne. Je te haïrai comme je t'ai aimé jusqu'ici avec fureur. Entre vos deux peuples, Troyens et Danaens, je machinerai de funeste haine, et toi tu périras, victime d'un sort cruel. » Telles furent ses paroles, et Hélène, née de Zeus, prit peur. S'enveloppant dans sa robe de blancheur éclatante, elle s'en alla en silence à l'insu de toutes les Troyennes, sous la conduite de la déesse. Lorsqu'elles parvinrent à la demeure d'une rare beauté d'Alexandre, les servantes se hâtèrent de se mettre à leur travail. Quant à Hélène, la céleste femme, elle se rendit dans sa chambre au haut plafond. Aphrodite, amie des sourires, prit un siège qu'elle lui apporta, et plaça en face d'Alexandre. Hélène, la fille de Zeus qui brandit l'égide, s'y assit en inclinant le regard en arrière, et gourmandant son époux, elle lui dit, « Tu es revenu du combat. Oh, tu aurais dû périr sur place, dompté par le puissant guerrier qui fut mon premier époux. Avant, bien sûr, tu prétendais l'emporter sur Ménélas, chéri d'Arès, par ta force, ton bras, ta javeline. Eh bien, va, provoque maintenant de rechef Ménélas, chéri d'Arès, au combat face à face. Moi, je t'engage à t'arrêter et à ne pas, pour l'affronter, livrer étourdiment bataille et combat contre le blond Ménélas, de peur que sa lance ne trouve moyen de te mettre bientôt sous le joug. » Paris, prenant la parole, en réponse lui dit, « Ne gourmande pas mon cœur, femme, en m'invectivant durement. Aujourd'hui, Ménélas a vaincu avec l'aide d'Athéna. Je l'aurai une autre fois. Nous aussi, nous avons des dieux à nos côtés. Allons, aimons-nous. Goûtons à deux les joies du lit. Jamais encore un tel désir n'enveloppa mon âme, pas même le jour où la première fois, t'ayant enlevé à l'aimable Lacédémone et voguant sur les nefs des hautes traversées, je couchai avec toi et amoureusement t'étreignis dans l'île de Cranaé, comme aujourd'hui je suis épris de toi et que me saisit le doux désir. » Il dit, et marcha le premier vers le lit, et sa femme vint avec lui. Il s'était étendu sur le lit au bois percé de trous, tandis que l'Atride allait et venait par la foule, semblable à une bête, espérant que son regard attentif verrait Alexandre d'apparence divine. Aucun des Troyens et de leurs glorieux alliés ne put montrer alors Alexandre à Ménélas chéri d'Arès, car si l'un d'eux l'eût vu, il ne l'eût pas caché par amitié. Il s'était rendu odieux à eux tous, autant que la Car Noire. Mais le seigneur suzerain Agamemnon s'adressa aussi à eux, et leur dit, « Écoutez-moi, Troyens, Dardaniens et alliés. D'évidence, la victoire est à Ménélas chéri d'Arès. Vous, rendez Hélène d'Argos et ses trésors avec elle, et payez une indemnité décente qui aille aux mains des hommes à venir. » Ainsi parla l'Atride, et les autres Achéens l'approuvaient. Et c'est la fin du chant 3, les amis. On va donc... Ouais, non, je vais bien refaire ma phrase pour les timecodes en diffusion. Nous passons à la pause.
On va faire une seule pause ce soir, puisque comme je vous le disais, le chant 3 c'est 10 pages, le chant 4 c'est 10 pages. Donc c'est parfait, c'est parfait, parfait, parfait. Ça rentre pile poil dans ce que j'aime faire en live en termes de découpe. Donc voilà. Eh bien, ça y est, il commence à y avoir de l'action, il commence à y avoir un petit peu de... Ouais, j'ai juste envie de dire de l'action en fait. Il y a du fight, il y a du combat. Il y a même de l'amour charnel un petit peu. Euh, Franchement, j'aime beaucoup. Pour le moment, j'aime beaucoup. Je suis vraiment à fond dedans. Je trouve ça pas évident, je dirais simplement la pléthore de noms propres qu'il peut y avoir. Il y a vraiment énormément de personnages. Il y a vraiment énormément de noms propres de lieux aussi. Là, particulièrement dans ce chapitre, enfin dans ce chant, il y a eu beaucoup de personnages différents qui ont pris la parole. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident de s'y retrouver sur qui est en train de parler, qui fait partie de quel camp. C'est pas toujours instantané. Euh, J'aurais même du mal à vous dire, je pense, à vous exposer clairement les faits en fait. Je comprends à peu près, en fait, en lisant, je comprends qui est contre qui, etc., etc. Mais résumer la chose, je trouve que c'est hyper compliqué. Euh, Parce qu'en plus, ils y vont tous, encore une fois, on l'avait déjà relevé dans l'épisode précédent, mais ils y vont tous de leurs petits surnoms de ci, de là, et ainsi de suite. Enfin bon, bref. Donc c'est pas toujours évident et facile de bien se figurer ce qui est en train de se passer et qui exactement est en discussion, en conflit, etc., etc. Mais globalement, c'est très très plaisant. Et, euh, et en fait, c'est marrant parce que ouais, ça parle quand même. C'est quand même un truc vachement ancré dans l'imaginaire collectif parce que ça parle vachement quand même. Tous les noms nous sont connus, quoi. Que ce soit Paris, que ce soit Hector, que ce soit Nestor, que ce soit Agamemnon, Ajax, Alexandre, etc., etc. C'est vraiment que des noms qui nous parlent, quoi. Et ouais, c'est fou en fait. Je trouve ça incroyable à quel point je pense que c'est un pan monumental, l'Iliade et l'Odyssée. Je pense que c'est un pan monumental de notre culture. Et à quel point, ouais, je pense qu'en fait, on connaît ce pan beaucoup, beaucoup par l'imaginaire collectif, mais en soi, même moi, par exemple, j'ai vu très, très peu de péplum dans ma vie et c'est pas un truc qui m'a intéressé. Et puis là, je découvre l'Iliade d'Homère, j'avais jamais lu. Donc c'est fou de se dire que c'est tellement ancré dans notre culture globale, alors qu'on connaît pas forcément le truc d'origine, quoi. C'est ouf. C'est ouf. Et ouais, sinon, un truc que j'aime beaucoup, c'est le côté intervention des dieux. Ça, je trouve ça trop cool. L'intervention des dieux qui est vraiment pas. Je veux dire, il y a un respect envers les dieux, etc., etc., mais c'est pas non plus ponctué de manière merveilleuse, quand on n'est pas en mode oh là là, un dieu est intervenu, c'est incroyable, ou c'est injuste, ou voilà quoi. Non, ça fait partie du monde, quoi, ça fait partie de la culture, ça fait partie de la mythologie qui est présentée. Et du coup, c'est genre normal qu'il y ait des dieux, normal qu'il y ait des interventions divines, normal que pendant le combat, une déesse vienne détacher le casque d'Alexandre et ainsi de suite. Enfin, pas d'Alexandre, si c'était d'Alexandre. Mais, enfin, ouais, c'est hyper intéressant toute cette mythologie, en fait, tout simplement. J'aime beaucoup. D'ailleurs, je me posais la question la fois passée en votre compagnie du degré de véracité de ce texte, du degré historique, si on peut dire, de ce texte. Et en fait, c'est marrant, du coup, je me suis renseigné un petit peu sur Internet vite fait, hein, vraiment. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que encore aujourd'hui, bah, c'est très flou. Et encore aujourd'hui, on ne sait pas vraiment ce qui est historique ou non. Euh, j'ai l'impression que la majorité des gens, des scientifiques, des archéologues, ce que vous voulez, euh, sont pour dire que c'est quand même très 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 fantasmé, que c'est vraiment une guerre mythique, une légende, qui a beaucoup beaucoup de parts de fiction dans l'œuvre d'Homère, mais que c'est certainement inspiré
de plein de faits divers. C'est peut-être même inspiré d'une guerre de Troie, c'est ce qu'ils disent, mais qui n'aurait peut-être pas été un événement si majeur de leur histoire. En tout cas, c'est difficile à dire aujourd'hui, mais voilà, on pense que s'il y a eu guerre de Troie, on n'est pas sûr qu'il y ait eu guerre de Troie, et on pense que s'il y a eu guerre de Troie, c'était peut-être pas un événement si majeur de l'époque. Parce que je rappelle que là, on parle de choses qui auraient dû se passer à peu près en moins 1200, je crois, un truc comme ça. Donc voilà. Et voilà, on se dit même, de ce que j'ai lu, que ça pourrait être inspiré du coup de divers conflits, de diverses guerres. Et il y a quand même si tout le monde s'accorde à dire que c'est vraiment très poussé, très fictionné, il y a quand même des choses troublantes, entre guillemets. Il y a quand même des choses dont il est question dans l'œuvre qui ont des résonances avec des choses qu'on a retrouvées dans des fouilles archéologiques, sur des fresques, ou même dans des textes, etc. Donc voilà, il y a le fait historique est certainement beaucoup plus minime que le grandiose et l'impact incroyable qui est présenté dans le texte d'Homère. Mais voilà, il y a quand même certainement des sources réelles qui ont inspiré tout ça. Je trouve ça d'autant plus incroyable et d'autant plus intéressant de se dire putain, mais ça a existé entre guillemets quoi. En fait, je sais pas, il y a un truc qui me fascine beaucoup sur le. Comment expliquer ça? Il y a un truc qui me fascine beaucoup personnellement sur le. J'ai envie de dire sur la multitude. Je sais pas exprimer exactement la chose, mais la multitude, ça me fascine. L'infini, entre guillemets, ça me fascine. Les grands nombres, la multitude, ça me fascine, que ce soit en temps, que ce soit en espace, en nombre et ainsi de suite. Et là, je sais pas, d'avoir peut-être une toute petite fenêtre, une toute petite lucarne, et peut-être complètement mensonge, enfin complètement, peut-être énormément mensongère, biaisée, et puis voilà, comme je le disais, très, très romanisé, enfin romanisé, ça se dit pas trop, mais euh, comment dire, très travaillé pour être une fiction tout simplement, donc très teinté d'autre chose que la réalité. Eh bien, ça peut quand même être un tout petit faisceau de vérité venu de temps ultra anciens, et je trouve ça incroyable, quoi. Je trouve ça incroyable. Je trouve ça mindfuck, en fait. Ouais. C'est fou de se dire que ça peut être ça. Enfin, bon, bref. Sur ce, les amis, je vais reprendre la lecture avec le chant 4. Je sais pas ce qui va arriver du tout. J'avoue que, bah, n'ayant pas vu beaucoup de péplon, n'ayant pas vu beaucoup de films, de séries, etc., ou même lu de livres, qui parlent de la guerre de Troie précisément. Parce que quand j'étais jeune, j'ai beaucoup, je me suis beaucoup intéressé à des mythes et à de la mythologie grecque et ainsi de suite. Mais la guerre de Troie, c'est un peu le sujet parmi tout ce bric-à-brac culturel qui m'intéressait pas beaucoup. Donc au final, c'est certainement l'événement dont je connais le moins de choses, l'histoire dont je connais le moins de choses. Et ouais, je demande qu'à être surpris, qu'à voir la suite. Je suis je suis hyper hypé encore une fois, décidément. Pas facile de parler ce soir. Allez, trêve de bavardage, place à la lecture. Je vous souhaite encore une bonne écoute, que vous me regardiez en live sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à bah, de nouveau, je pense, 20-30 minutes pour l'outro du live cette fois-ci. Chant 4. Les dieux siégeaient en assemblée auprès de Zeus, sur le sol pavé d'or. Au milieu d'eux, l'auguste Hébé versait le vin du nectar. Le hanap d'or en main,
ils échangeaient des saluts, en portant leurs regards sur la cité des Troyens. D'emblée, le fils de Cronos entreprit de provoquer Héra avec des paroles railleuses, en un discours oblique. Deux déesses viennent en aide à Ménélas, Héra d'Argos et Athéna d'Alalcomène. En vérité, elles restent assises à l'écart, prenant leur plaisir à regarder, tandis que l'autre trouve sans cesse à ses côtés Aphrodite, amie des sourires, qui est loin de lui repousse l'équerre. Aujourd'hui encore, elle l'a sauvé, quand il pensait mourir. Mais la victoire, en vérité, est à Ménélas chéri d'Arès, et c'est à nous d'examiner ce qu'il en sera de cette affaire. Devons-nous susciter à nouveau une bataille cruelle, une mêlée terrible, ou mettre l'amitié entre les deux nations? Si cette solution plaisait ainsi à tous, si tous l'avaient pour agréable en vérité, la cité du seigneur Priam garderait ses habitants et Ménélas ramènerait Hélène d'Argos. Ce furent ces paroles. Elles, Athéna et Héra, de murmurer. Elles étaient assises toutes proches et pour les Troyens méditaient le malheur. Mais Athéna garda le silence et ne dit rien, tout en grondant contre Zeus père. Une colère sauvage l'avait saisie. Quant à Héra, sa poitrine ne contint pas sa colère, et elle lui dit « Très terrible Cronide, quelle sorte de paroles as-tu dites là? Comment consens-tu à rendre ma besogne vaine et sans effet, et la sueur que j'ai péniblement usée, et la fatigue de mes chevaux, quand j'assemblai le peuple des guerriers pour le malheur de Priam et de ses fils? Fais, mais nous, les autres dieux, nous ne sommes pas tous à t'approuver. » Zeus, assembleur des nuées, s'émut grandement et lui dit « Ma divine, quel si grand mal te font Priam et les fils de Priam, que tu ne mets nul répit à ton désir furieux de ruiner la cité bien bâtie d'Ilion. Il te faudrait passer les portes et les grandes murailles, et dévorer tout cru Priam, les fils de Priam et les autres Troyens, pour que ta colère alors trouvât remède. Fais selon ta volonté. Je ne veux pas que cette dispute plus tard devienne entre nous deux, toi et moi, un grand sujet de conflit. Mais je vais te dire une autre chose, et toi mets-la dans ton esprit. Lorsque moi aussi je brûlerai de ruiner une ville, selon mon vouloir, où vivent des gens que tu aimes, ne cherche point à retarder ma colère, laisse-moi faire. Car si je t'ai donné mon accord de plein gré, ce fut contre le gré de mon cœur. Parmi les cités des hommes de la terre qui sont habités sous le soleil et sous le ciel rempli d'astres, j'avais le cœur plein d'égards pour la Saint-Ilion, pour Priam, et pour le peuple de Priam à la bonne lance de frêne. Jamais mon hôtel n'y manqua du banquet aux parts équitables, des libations et du fumet des graisses, puisque ce sont les privilèges que nous reçûmes du sort. » Alors l'auguste Héra, à face de Génis, lui répondit. « En vérité, il est trois villes qui me sont de beaucoup les plus chères. Argos, Sparte, Mycènes aux larges rues. Ruine-les quand elles t'auront rempli le cœur de haine. Je ne me dresse pas contre toi devant elles, et ne mets pas d'obstacle. Car si je m'oppose à leur ruine et cherche à l'empêcher, mon opposition reste vaine, puisque tu es de beaucoup le plus fort. Mais il ne faut pas non plus rendre ma besogne sans effet. Moi aussi je suis une déesse. Ma race sort du même lieu que la tienne. Je suis la plus vénérable de celles que Cronos au dessein tortueux engendra, à la fois par ma naissance... Je suis la plus vénérable de celles que Cronos au dessein tortueux engendra, à la fois par ma naissance et parce qu'on me nomme ton épouse, et que tu règnes parmi tous les immortels. Allons, crois-moi, faisons-nous cette mutuelle concession, moi à toi, toi à moi, les autres dieux immortels suivront. Hâte-toi de donner tes instructions à Athéna, qu'elle se rende dans la mêlée terrible des Troyens et des Achéens, et essaie d'obtenir que les Troyens prennent l'initiative de mettre à mal les premiers, les très glorieux Achéens en violant le pacte. » Ainsi parla-t-elle, et le père des hommes et des dieux ne fut pas indocile. Aussitôt il adressa à Athéna des mots empennés. « Rends-toi en grande hâte à l'armée, parmi les Troyens et les Achéens. Essaie d'obtenir que les Troyens prennent l'initiative de mettre à mal les premiers, les très glorieux Achéens, en violant le pacte. » Ce disant, il pressa Athéna qui, dès avant, ne pensait qu'à agir. Elle descendit des cimes de l'Olympe, d'un élan, comme l'astre que le fils de Cronos au dessein tortueux envoie en présage à des marins ou à la vaste armée d'un peuple de guerriers. Il brille et s'en détache mille étincelles. Semblable à cet astre, Pallas Athéna s'élança sur la terre et sauta de là-haut en plein milieu des hommes.
La stupeur retint les spectateurs, les Troyens dompteurs de chevaux et les Achéens porteurs de bonnes jambières. Et en échangeant un coup d'œil avec son voisin, chacun de répéter ces mots. Aurons-nous encore une bataille cruelle, une mêlée terrible, où Zeus établit-il l'amitié entre nos deux nations, lui qui est le dispensateur des guerres chez les hommes? C'est ce qu'ont répété parmi les Achéens et les Troyens. Quant à la déesse, elle plongea dans la foule des Troyens, et on l'eut prise pour un homme, pour Laodocos, fils d'Anténor, un robuste guerrier, en quête de Pandaros égal aux dieux, espérant le trouver quelque part. Elle trouva le noble et robuste fils de Lycaon debout, ayant autour de lui les robustes rangées de ses gens, armés du bouclier, qu'il avait suivi depuis le cours de l'Aïsépos. Et s'arrêtant à son côté, elle lui adressa des mots empennés. Voudrais-tu sur un point m'accorder ta confiance, valeureux fils de Lycaon? Tu oserais alors lancer un trait rapide sur Ménélas, et tu gagnerais faveur et gloire chez tous les Troyens, et avant tous, principalement auprès du royal Alexandre. C'est de sa main tout d'abord que tu emporterais de splendides présents, s'il voit que, dompté par ton trait, Ménélas, le belliqueux fils d'Atrée, est monté au bûcher douloureux. Allons, tire une flèche sur l'illustre Ménélas, et fais vœu de sacrifier à Apollon de Lycie, le glorieux archer, une hécatombe fameuse d'agneau premier-né, quand tu seras retourné chez toi dans ta ville, la sainte Zéléia. Telles furent les paroles d'Athéna, et elle persuada l'esprit d'un homme qui était sans esprit. Aussitôt il saisit l'arc bien poli, prit un bouquetin bondissant qu'il avait un jour lui-même atteint au-dessous du poitrail, au moment où il sortait des rochers. Lui était en embuscade et attendait. Il l'avait frappé à la poitrine. L'animal était tombé à la renverse sur un rocher. De sa tête avaient poussé des cornes de 16 palmes. Un artisan qui polissait la corne les avait façonnées et ajustées. Le tout bien lissé, il avait ajouté un crochet en or. C'est cet arc que Pandaros tendit, en l'appuyant contre le sol, et qu'il posa à terre avec soin. Ses braves compagnons tinrent leurs boucliers devant lui, de peur que les belliqueux fils des Achéens ne bondissent avant, oui, avant qu'il eût frappé Ménélas, le belliqueux fils d'Atrée. Puis il saisit le couvercle de son carquois, choisit un trait empenné, jamais tiré, une charge de noire douleur. Vite, il ajusta sur la corde la flèche qui perce, et fit vœu de sacrifier à Apollon de Lycie, le glorieux archer, une hécatombe fameuse d'agneau premier-né, quand il serait retourné chez lui, dans sa ville, la sainte Zéléia. Il prit ensemble l'encoche et la corde de bœuf, et les tira. Il amena la corde tout près de son sein, le fer tout près de l'arc. Puis, quand il eut tendu le grand arc en forme de cercle, l'arc siffla, la corde fit un grand cri, la flèche à pointe aiguë bondit, animée du désir d'aller voler dans la foule. Toi non plus, Ménélas, les dieux bienheureux et immortels ne t'oublièrent pas, et d'abord la butineuse fille de Zeus. Se dressant devant toi, elle repoussa le trait aigu. Elle l'écarta de ton corps, juste autant que fait une mère, quand elle écarte une mouche de l'enfant qui se couche pour goûter les délices du sommeil, et le dirigea elle-même à l'endroit où se réunissaient les boucles en or du ceinturon et où se rencontrait une double cuirasse. La flèche qui perce tomba sur le ceinturon bien ajusté, et se trouva enfoncée dans le ceinturon artistement travaillé, planté à travers la cuirasse, ouvrage d'un grand art, et le couvre-ventre que le héros portait pour protéger sa peau, comme un rempart contre les javelots, lui assurant une très bonne protection. La flèche, allant de l'avant, le traversa aussi. Le trait érafla la peau de l'homme superficiellement. Aussitôt un noir nuage de sang coula de la blessure. Comme une femme de Méonie ou de Carie teint de pourpre un ivoire pour en faire une bossette de cheval, un objet que l'on garde au magasin, que maints cavaliers font le vœu de porter, une parure que l'on garde pour le roi, qui fait à la fois l'ornement d'un cheval et la gloire d'un conducteur, ainsi Ménélas se teignirent de sang tes cuisses de belle venue, et tes jambes, et par-dessous tes belles chevilles. Alors le seigneur suzerain Agamemnon fut pris d'un frisson, en voyant le sang noir couler de la blessure. Ménélas, chéri d'Arès, lui aussi frissonna. Mais quand il vit que la corde et les crochets se trouvaient en dehors, à nouveau la vie se rassembla dans sa poitrine. Mais le puissant Agamemnon, au milieu des Achéens, parla, poussant de lourds gémissements et tenant son frère par la main, tandis que ses compagnons gémissaient à sa suite. « Cher frère, c'est donc ta mort que j'ai conclue dans le pacte, en te postant seul en avant des Achéens pour te battre avec les Troyens. Car ils ont tiré sur toi, les Troyens, et foulé aux pieds un pacte loyal. Certainement le pacte en aucune façon n'est vain,
Ni le sang des agneaux et les libations de vin sans mélange, et le geste de nos mains droites, ces choses qui faisaient notre foi. On peut bien ne pas voir l'Olympien sur le champ achevé. Il met longtemps, mais il achève, et l'on paie gros, de sa tête, de celle de sa femme et de ses enfants. Il est une chose que je sais parfaitement dans le fond de mon esprit et de mon cœur. Un jour sera où la Saint-Ilion enfin aura péri, et Priam, et le peuple de Priam à la bonne lance de frêne. Où Zeus, fils de Cronos, qui siège dans les hauteurs du ciel et habite les terres, lui-même secourra sur eux tous l'égide ténébreuse, exerçant sa rancune de cette tromperie. Ces choses, en vérité, ne seront pas sans s'accomplir. Mais tu me causeras une affliction terrible, Ménélas, si tu meurs, remplissant ta part de vie. Je risque d'arriver couvert d'infamie dans l'Argos tant altéré. Car aussitôt les Achéens se souviendront de leur patrie, et pourraient bien laisser à Priam et aux Troyens comme une raison de se glorifier. Hélène d'Argos, pendant que la glèbe fera pourrir tes os et que tu resteras gisant dans la Troade pour un ouvrage demeuré sans effet. Et voici ce que dira tel des Troyens arrogants en sautant sur le tertre du glorieux Ménélas. Puisse Agamemnon sur tous les hommes mener à sa fin sa colère, de la façon qu'à présent il conduisit ici pour rien l'armée des Achéens et revint chez lui dans sa patrie avec des nefs vides, abandonnant le noble Ménélas. Voilà ce qu'un jour on dira. Ah, que s'ouvre alors pour moi la vaste terre. Cherchant à lui donner courage, le blond Ménélas lui dit « Sois tranquille, en aucune façon n'effraie le peuple des Achéens. Le trait aigu ne s'est pas planté au bon endroit. Il fut auparavant repoussé par le ceinturon tout étincelant, et par-dessous la ceinture, avec le couvre-ventre que des forgerons ont travaillé. » Le puissant Agamemnon, en réponse, lui dit « Puisse-t-il en être ainsi, cher Ménélas, mais un médecin va sonder ta plaie, et mettre dessus des remèdes qui feront cesser tes noires douleurs. » Il dit, et s'adressant à Talthybios, le héros divin, « Talthybios, mande ici au plus vite Machaon, le fils d'Asclépios, le médecin sans reproche, pour qu'il voie Ménélas, le belliqueux fils d'Atrée. Quelqu'un l'a frappé d'une flèche, un des Troyens ou des Lyciens qui rien ignore de l'arc, pour sa gloire et pour notre affliction. » Ainsi parla-t-il, et le héros, en l'entendant, ne fut pas indocile. Il se mit en marche à travers le peuple des Achéens à côte de bronze, du regard cherchant le preux Machaon. Il l'aperçut debout. Autour de lui, les robustes rangées de ces gens armés de boucliers, du bouclier qu'il avait suivi de trisser où paissent les chevaux, et s'arrêtant à son côté, il lui adressa des mots empennés. « Viens vite, fils d'Asclépios, le puissant Agamemnon te demande, pour que tu voies Ménélas, le belliqueux chef des Achéens. Quelqu'un lui a tiré une flèche, un des Troyens ou des Lyciens qui rien ignore de l'arc, pour sa gloire et pour notre affliction. » Telles furent ses paroles, et il émut dans sa poitrine le cœur de Machaon. Ils se mirent en marche, parcourant la foule, à travers la vaste armée des Achéens. Quand ils parvinrent à l'endroit où se trouvait le blond Ménélas blessé, autour de lui toute la noblesse était en cercle rassemblée, et Machaon de s'approcher au milieu d'eux pareil à un dieu. Aussitôt il tira la flèche du ceinturon bien ajustée, et comme il la retirait, les crochets aigus se cassèrent. Il détacha le ceinturon tout étincelant de Ménélas, et par-dessous la ceinture, avec le couvre-ventre que des forgerons ont travaillé. Puis quand il eut vu la plaie, à l'endroit où la flèche qui perce était tombée, après en avoir sucé le sang, il saupoudra dessus, en homme de savoir, des remèdes adoucissants que Chiron, plein de pensées d'amitié, avait jadis procurés à son père. Pendant qu'il s'affairait autour de Ménélas, le bon crieur, les rangs des Troyens armés du bouclier s'avancèrent. Ils revêtirent de nouveau leurs armes et songèrent à se battre. À ce moment, on eût vu le divin Agamemnon somnoler, ni se faire petit, ni refuser de combattre. En grande hâte, il alla au combat où l'on trouve la gloire. Il renonça à ses chevaux, à son char de bronze ouvragé. Son écuyer les retint, soufflant, à distance. C'était Eurymédon, le fils de Ptolémaïos, issu de Péiraïos. Il lui ordonna avec grande force de les lui présenter, lorsque la fatigue lui prendrait les membres, à exercer son commandement parmi tant de monde. Il parcourut à pied les rangs des guerriers. Ceux des Danaens, aux rapides poulains qu'il voyait pleins d'ardeur, il les abordait, et avec force leur adressait des mots d'encouragement. Pardon. Ouais, c'est bien ce que je pensais, c'est encore Agamemnon. Argiens, ne renoncez en rien à votre impétueuse vaillance.
Zeus père ne viendra pas au secours des imposteurs. Les autres ont fait le mal les premiers en violant le pacte. Croyez-moi, les vautours mangeront leur tendre corps, à eux, et nous emmènerons sur nos nefs leurs épouses et leurs jeunes enfants, après nous être emparés de la ville. » Quant à ceux qu'il voyait montrer du relâchement pour l'odieuse bataille, il les querellaient fort, en termes irrités. « Infâmes Argiens braillards, vous n'avez pas honte ? Pourquoi donc vous tenez-vous ainsi debout, stupéfaits, comme de jeunes biches qui, après s'être fatiguées à courir dans la grande plaine, restent à l'arrêt, sans avoir aucune force dans leur cœur? Tels vous, vous vous êtes arrêtés, stupéfaits, sans combattre. Attendez-vous que les Troyens s'approchent de l'endroit où les nefs aux bonnes poupes ont été tirées sur la grève de la mer blanchissante, pour voir si le fils de Cronos tiendra sa main au-dessus de vous? » C'est ainsi qu'il exerçait son commandement et inspectait les rangs des guerriers. En traversant la multitude des hommes, il arriva aux Crétois. Autour du valeureux Idoménée, ils prenaient leurs armes. Idoménée était parmi ceux du premier rang. Pour la force, on eût dit un sanglier. Mérionès le secondait en pressant les dernières lignes. Le seigneur suzerain Agamemnon devint radieux à sa vue. Aussitôt il adressa à Idoménée d'apaisantes paroles. « Idoménée, je te tiens en estime comme nul autre parmi les Danaens, ô rapide poulain, aussi bien en combat qu'en tous autres travaux, ou au banquet, quand la noblesse argienne mélange dans les cratères le vin qui flamboie des anciens. Car les autres Achéens chevelus ne boivent que leur part, tandis que ton anape se dresse toujours plein, comme le mien, si d'aventure ton cœur te presse de boire. Allons, viens vite au combat, sois tel que jusqu'ici tu prétends être. » Idoménée, le chef des Crétois, lui répartit alors. « Fils d'Atrée, très certainement je serai pour toi le compagnon si fort prisé, comme d'emblée je te l'ai accordé et promis. Presse les autres Achéens chevelus, pour que nous combattions au plus vite, puisque les Troyens ont renversé le pacte. Mais la conséquence pour eux sera la mort et les chagrins, puisqu'en violant le pacte, ils ont fait le mal les premiers. » Ce furent ces paroles, et l'Atride alla plus loin, le cœur radieux. En traversant la multitude des hommes, il arriva au Ajax. Ils mettaient leurs armes. Une nuée d'hommes de pied était à leur suite. Lorsqu'un chevrier a vu, de sa guette, arriver sur la mer un nuage qu'accompagne le cri du zéphyr, dans l'éloignement où il se trouve, le nuage, avançant sur la mer, lui paraît plus noir, semblable à de la poix. Il amène un fort ouragan. L'homme frissonne à sa vue et pousse son troupeau sous le couvert d'une grotte. Tels, avec les Ajax, se mettaient en marche pour le combat meurtrier les lignes denses et sombres des vigoureux guerriers, nourrissons de Zeus, en un hérissement de javelines et de boucliers. Le puissant Agamemnon devint radieux à leur vue, et, élevant la voix, leur adressa des mots empennés. « À vous deux, Ajax, qui guidez les Argiens à côte de bronze, je ne commande rien. Il ne sied pas de vous presser. Vous donnez vous-même fort bien l'ordre à vos gens de combattre avec vigueur. Ah, Zeus père, Athéna, Apollon, si un tel cœur était dans toutes les poitrines. La cité du seigneur Priam aurait alors tôt fait de baisser la tête, prise et mise à sac par nos bras. » Ce disant, il les laissa à l'endroit même et alla en chercher d'autres. Ce fut alors qu'il trouva Nestor, le clair orateur des Pyliens, en train de disposer et de presser ses compagnons en vue du combat autour du grand Pélagon, d'Alastor et de Chromios, du puissant Haïmon et de Bias, le pasteur d'hommes. D'abord les hommes d'attelage avec leurs chevaux et leurs chars. Derrière, il avait placé les hommes de pied, nombreux et braves, pour qu'ils fussent le rempart de la bataille. Il avait poussé les mauvais combattants au centre pour que l'on fût contraint de combattre, même malgré soi. Il donnait ses ordres d'abord aux hommes d'attelage, leur commandant de tenir leurs chevaux et d'éviter la bousculade dans la foule. Qu'aucun de vous, fort de sa conduite des chars et de son courage, ne brûle de se battre, seul en avant des autres, avec les Troyens, ni ne recule, car votre force sera moindre. Mais que les hommes qui de leurs chars peuvent atteindre un char adverse y aillent de la javeline et s'allongent. Oui, cela vaudra beaucoup mieux ainsi. C'est de cette manière justement que nos aînés saccageaient villes et remparts. Telle était leur idée, et tel leur cœur dans leur poitrine. Ainsi les pressait le vieillard, depuis longtemps expert au combat. Le puissant Agamemnon devint radieux à sa vue, et élevant la voix, lui adressa des mots empennés. « Si seulement, vieillard, les genoux allaient avec toi comme fait le cœur dans ta poitrine, et si ta force ne bronchait pas. Mais la vieillesse t'accable qui pour tous est semblable. Ah, si un autre guerrier la portait et que tu fusses du nombre des jeunes. » Alors Nestor de Géréna, conducteur d'attelage, lui répondit. « Fils d'Atrée, tu l'as dit,
Je voudrais bien être le même que je fus quand je tuai le divin Héretalion. Mais non, les dieux n'accordent pas tout à la fois aux humains. Si j'étais jeune alors, aujourd'hui par contre la vieillesse m'atteint. Mais je serais, même ainsi, du nombre des hommes d'attelage et commanderais par mes conseils et mes avis. C'est le privilège des vieillards. Les jeunes lanceront les lances. Ils sont plus vigoureux que moi, et ont foi dans leur force. Ce furent ces paroles, et l'Atride alla plus loin, le cœur radieux. Il trouva le fils de Pétéos, Ménesté, le toucheur de chevaux, debout, ayant autour de lui les Athéniens, inventeurs du cri de guerre. Mais, tout proche de lui, était posté Ulysse aux 1000 dessins, et près de lui, l'entourant, se tenaient les rangées sans faiblesse des Céphaléniens. Les gens d'Ulysse n'avaient pas encore entendu le cri de guerre, car les lignes sortant de l'inaction venaient de se mettre en mouvement, aussi bien chez les Troyens dompteurs de chevaux que chez les Achéens. Ils restaient donc là, à attendre le moment où une autre colonne achéenne partirait à l'attaque des Troyens et commencerait la bataille. À leur vue, le seigneur suzerain Agamemnon se prit à les quereller, et élevant la voix, leur adressa des mots empennés. Fils du roi Pétéos, nourrisson de Zeus, et toi qui l'emportes par tes lâches ruses, cœur avide de gain, pourquoi donc vous faites-vous tout petit et restez à l'écart à attendre les autres? Il vous sied à vous deux de tenir votre place au premier rang, et d'y affronter la fièvre brûlante du combat. Car vous êtes les premiers à entendre mon invitation au banquet, si d'aventure nous préparons, nous, Achéens, un banquet pour les anciens. Vous aimez alors à manger les viandes rôties et à boire aux coupes d'un vin délicieux comme le miel, aussi longtemps que vous voulez. Mais aujourd'hui vous seriez volontiers spectateurs, quand même 10 colonnes d'Achéens se battraient devant vous avec le bronze sans pitié. Ulysse mit le dessin, le regarda en dessous et lui dit « Quelle parole, fils d'Atrée, s'est échappée de la clôture de tes dents. Comment peux-tu parler de relâchement au combat, quand nous, Achéens, contre les Troyens dompteurs de chevaux, nous éveillons les traits aigus d'Arès? Tu vas voir si tu le veux, et si cela fait ton souci, le père de Télémaque mêlé au champion des Troyens dompteurs de chevaux. Le langage que tu tiens là, c'est du vent. » Le puissant Agamemnon sourit. Ayant compris qu'Ulysse était en colère, il se rétracta et lui dit « Fils de Laërte, race de Zeus, Ulysse aux 1000 inventions, je ne veux pas te quereller outre mesure ni te donner des ordres. Je sais combien ton cœur dans ta poitrine est rempli de bienveillants desseins. Tes pensées sont les miens. Mais va, nous arrangerons cela par la suite, si quelque parole malheureuse a été dite aujourd'hui. Puissent les dieux faire que tout cela s'en aille avec le vent. » Ce disant, il les laissa à l'endroit même et alla en chercher d'autres. Il trouva le fils de Tidée, Diomède au cœur débordant, debout à son attelage, sur son char de solide assemblage, ayant à ses côtés debout Sténélos, le fils de Capané. À sa vue, le puissant Agamemnon se prit à le quereller, et élevant la voix, lui adressa des paroles empennées. « Ah, fils de Tidée, le valeureux dompteur de chevaux, pourquoi te fais-tu tout petit? Pourquoi lorgnes-tu le champ de bataille? Tidée n'aimait pas se blottir de la sorte, mais se battre avec l'ennemi, fort en avant de ses compagnons, à ce que déclaraient ceux qui l'ont vu à la besogne. Car moi je ne l'ai ni rencontré ni vu. Il était, dit-on, comme nul autre. En vérité, il entra dans Mycène, non pas en combattant, mais en hôte qui rassemblait des gens, en compagnie de Polynice, égale aux dieux. Il faisait campagne alors contre les saintes murailles de Thèbes, et priait instamment qu'on leur procurât d'illustres alliés. Les Mycéniens consentirent à les leur procurer, et donnèrent leur assentiment comme on les empressait. Mais Zeus les en détourna en faisant paraître des signes de mauvais augure. Quand donc ils furent partis, ayant fait du chemin, furent parvenus à la forêt de joncs de l'Azopos, couché sur son lit d'herbe, les Achéens envoyèrent de nouveaux Tidées en députation. Il se mit en marche et trouva les Cadméens en train de festoyer, nombreux, par la demeure d'Éthéocle le Fort. Il n'était qu'un étranger, mais là non plus Tidée, conducteur d'attelage, ne s'effraya pas, seul qu'il était parmi tant de Cadméens. Il les provoqua en compétition, et les vainquit aisément dans tous les jeux, tant Athéna lui fut secourable. La colère prit les Cadméens piqueurs de chevaux. Au cours de son trajet de retour, ils conduisirent et mirent en place les mailles serrées d'une embuscade de 50 jeunes gens avec 2 chefs, Maillon, fils d'Aïmon, semblable aux immortels, et le fils d'Autophonos, Polyphontés, inébranlable à la guerre. Tidée parvint encore à lancer sur eux un destin outrageux. Il les tua tous, et n'en laissa échapper qu'un seul, pour qu'il retournât au pays. Il laissa les Maillons, se fiant au présage des dieux. Tel était Tidée l'Étolien,
Mais le fils qu'il a engendré, lui, est inférieur au combat. Il vaut mieux à l'assemblée. » Ainsi parla-t-il, et le robuste Diomède ne lui dit rien, respectant les reproches d'un roi digne qu'on le respectât. Mais le fils du glorieux Capané lui répondit: « Fils d'Atrée, tu es capable de dire les choses clairement. Ne mens donc pas. Je te le déclare, nous prétendons valoir beaucoup mieux que nos pères. C'est nous qui avons pris le séjour thébain aux 7 portes, et nous avions amené une troupe trop peu nombreuse au pied d'un rempart trop puissant, nous fiant au présage des dieux et au secours de Zeus. Eux ont péri par leur propre égarement. Aussi je t'en prie, ne mets jamais nos pères dans ton estime à l'égal de nous. » Le robuste Diomède le regarda en dessous et lui dit: « Reste tranquille et tais-toi, mon petit père, et sois docile à mon invite, car je ne m'indigne pas qu'Agamemnon... » Attendez, pardon. Faut que je revérifie juste si Diomède c'est le fils de Tidée. Et du coup, Capané c'était l'autre. Voilà, c'est ça. Non, bah j'avais bon. Je me disais bien qu'il y avait deux personnages. Je reprends. Le robuste Diomède le regarda en dessous et lui dit: « Reste tranquille et tais-toi, mon petit père, et sois docile à mon invite, car je ne m'indigne pas qu'Agamemnon, le pasteur d'hommes, presse les Achéens porteurs de bonnes jambières de se battre. La gloire l'accompagnera, si les Achéens tuent les Troyens et prennent la Saint-Élion. Mais une grande douleur sera pour lui, si les Achéens sont tués. Allons nous deux aussi, songeons à notre impétueuse vaillance. » Il dit, et de son char il sauta à terre en armes. Le bronze rendit un son terrible sur la poitrine du roi, quand il s'élança. La peur eût pris un homme aux jambes, tout intrépide qu'il fût. Lorsque sur le rivage qui tant retentit, les vagues marines se lèvent successives par l'action du zéphyr, qui les prend en dessous et leur donne le branle, c'est au large d'abord qu'elles s'arment de leurs casques, et puis, se rompant contre la terre ferme, elles grondent à pleine voix, autour des pointes escarpées, gonflant leurs crêtes et crachant leur poussière salée. Ce fut ainsi qu'alors les lignes des Danaens se murent, successives et sans relâche, vers le combat. Chacun des chefs donnait ses ordres aux siens, et les autres d'aller sans brancher. On n'eût pas dit qu'un tel peuple suivait avec des voix dans les poitrines, dans la crainte silencieuse de leur guide. Sur eux tous brillaient les armes travaillées avec art qu'ils avaient revêtues en formant les rangs. Quant aux Troyens, ils ressemblaient aux brebis qui, dans la cour d'un riche propriétaire, se tiennent innombrables, pendant qu'on trait leur lait blanc, ne cessant de bêler, parce qu'elles entendent la voix de leurs agneaux. Tel se levait le cri de guerre à travers la vaste armée des Troyens, car la clameur n'était pas la même pour tous. Ce n'était pas une seule voix, mais un pêle-mêle de langues d'hommes convoquées de 100 lieues. Pour les uns, ce fut Arès qui les poussa. Pour les autres, ce fut Athéna à face de chouette, avec la crainte et l'effroi. Et la discorde qu'anime une violente ardeur, la sœur, la compagne d'Arès, le tueur d'hommes qui, faible d'abord, quand elle prend ses armes ensuite, marchant sur la terre de la tête, prend appui au ciel. Ce jour-là encore, elle lança au milieu des guerriers semblables envie de se battre, parcourant la foule, faisant croître le gémissement des hommes. Un même lieu les réunit. Quand ils y furent parvenus, ce fut le heurt des cuirs, le heurt des javelines, et celui de l'ardeur des guerriers cuirassés de bronze. Les boucliers bombés se rencontrèrent. Un grand vacarme s'éleva. Alors ce furent en même temps les cris de douleur et les cris de triomphe des hommes qui donnaient et recevaient la mort. La terre ruisselait de sang. Lorsque les torrents divers se déversant des montagnes dans le vallon où ils confluent heurtent les masses puissantes de leurs eaux, sorties des grosses sources au creux des ravins, le pâtre des monts au loin entend leur fracas. Dans la mêlée, tels furent les cris d'épouvante. Le premier, Antiloque, triompha d'un Troyen casqué, un brave parmi les combattants du premier rang, Échepolos, fils de Thalicios. Il le frappa le premier à la corne du casque à broussailles de crin et lui planta l'arme dans le front. La pointe de bronze entra et perça l'os, et les ténèbres lui couvrirent les yeux. Il s'abattit comme une tour dans la violente mêlée. Quand il fut tombé, le puissant Téléphénor, fils de Chalcodon, chef des Abantes au grand cœur, le saisit par les pieds et le tira de dessous les traits, dans l'impatient désir de s'emparer de ses armes au plus vite. Son assaut fut d'un court instant. Le voyant tirer le cadavre, Agénor, au grand cœur de sa javeline au bois poli, armé de bronze, le blessa à son flanc, qu'en se penchant il avait montré au grand jour, du côté du bouclier, et lui défit le lien de ses membres. Ainsi sa vie le quitta,
Et sur lui s'engagea une action terrible entre Troyens et Achéens. Comme des loups, ils s'élancèrent les uns sur les autres, et l'homme abattait l'homme. Alors Ajax, fils de Télamon, frappa le fils d'Antémion. Pardon. Alors Ajax, fils de Télamon, frappa le fils d'Antémion, Simoïsios, un garçon en pleine fleur qu'un jour sa mère, descendant de Lydda, avait enfanté près des bords du Simoïs, ayant accompagné ses parents pour voir le bétail. C'est pour cela qu'on l'appelait Simoïsios. Il ne rendit pas à ses parents les soins qu'il en avait reçus. Sa vie ne dura qu'un court instant, dompté qu'il fut sous la pique d'Ajax au grand cœur. Il marchait le premier, quand l'autre le frappa à la poitrine près du sein droit. La javeline de bronze traversa tout droit l'épaule et lui tomba à terre dans la poussière. On eût dit un peuplier poussé sur les fonds herbeux d'un grand marais lisse, avec des branches pourtant qui ont poussé à sa plus haute pointe. Le charron l'a coupé avec le fer qui flamboie, voulant cintrer une jante pour un char d'une rare beauté. Et l'arbre gît et se dessèche près des bords du fleuve. Tel Simoïsios, fils d'Antémion, tué par Ajax, race de Zeus. Mais Antiphos, à la cuirasse étincelante, fils de Priam, lui lança à travers la foule sa pique aiguë. Il le manqua. Le coup fut pour Leucos, le noble compagnon d'Ulysse, touché à l'aine alors qu'il tirait le mort de l'autre côté. Il s'abattit sur lui et le cadavre lui tomba des mains. Quand il le vit tué, Ulysse fut pris dans son cœur d'une grande colère. Il traversa les combattants du premier rang, casqués du bronze qui flamboie, vint se poster tout proche et, après un regard inquisiteur autour de lui, lança sa pique brillante. Les Troyens avaient reculé, se dérobant devant la javeline du héros. Mais Ulysse ne lâcha pas son trait pour rien. Il frappa un fils bâtard de Priam, Démocoon, qui lui était venu d'Abydos, d'auprès de ses juments rapides. Ulysse, pris de colère à cause de son compagnon, le frappa de sa pique au côté de la tête. La pointe de bronze le perça, elle traversa l'autre tempe, et les ténèbres lui couvrirent les yeux. Il tomba avec fracas et ses armes sur lui retentirent. Les combattants du premier rang cédèrent la place ainsi que l'illustre Hector, et les Argiens, menant grand bruit, tirèrent leurs morts, puis se portèrent en droite ligne, fort en avant. Mais Apollon les vit du haut de Pergame. Il s'indigna, et poussant un cri, exhorta les Troyens. Troyens dompteurs de chevaux, élancez-vous, ne cédez pas la joie de combattre aux Argiens, car leur corps n'est ni de pierre ni de fer pour tenir bon quand on les frappe contre le bronze qui coupe la peau. Et Achille, non, Achille, le fils de Thétis aux beaux cheveux, ne combat pas. Il est assez nef et laisse mûrir un courroux douloureux à son cœur. Ainsi parla de la ville le dieu terrible. Mais la fille de Zeus, la très glorieuse Tritogénie, excita les Achéens, allant à travers la foule, là où elle voyait les hommes se relâcher. Alors le destin dans ses liens prit Diorès, fils d'Amarincé, d'un coup d'une pierre aux arêtes aiguës près de la cheville, à la jambe droite. C'était le chef des guerriers thraces qui l'avait frappé, Péiros l'Imbracide. Il était arrivé d'Ainos. La pierre sans vergogne avait profondément broyé les deux tendons et les os. Diorès s'abattit à la renverse dans la poussière, ouvrant les deux bras vers ses compagnons, en rendant sa vie dans un souffle. Et l'autre, Péiros, d'accourir. Avec sa pique, il le frappa près du nombril. Ses entrailles se répandirent toutes à terre, et les ténèbres lui couvrirent les yeux. Mais Thoas l'Étolien bondit, et de sa pique frappa Péiros à la poitrine, au-dessus du sein. Le bronze se planta dans le poumon. Thoas s'approcha de lui. De la poitrine, il arracha la forte javeline, tira son glaive aigu, et, lui portant un coup au milieu du ventre, lui ôta la vie. Il ne le dépouilla pas de ses armes. Les Thraces, ses compagnons aux cheveux hauts relevés, se postèrent autour, tenant dans les mains leurs longues javelines. Tout grand, tout robuste et magnifique qu'était Thoas, ils le repoussèrent loin d'eux, et lui de reculer en chancelant. Ainsi dans la poussière étaient-ils côte à côte étendus. Oui, l'un chef des Thraces, l'autre chef des Épéens à côte de bronze. Et autour d'eux, beaucoup d'autres encore furent tués. Alors il n'eut plus trouvé rien à blâmer, le survenant qui, ni frappé ni blessé encore par le bronze aigu, eut tournoyé en pleine bataille, et que Pallas Athéna eut pris par la main et conduit, en arrêtant les traits impétueux, car nombre de Troyens et d'Achéens ce jour-là étaient côte à côte étendus, tête en avant dans la poussière. Et c'est la fin du chant 4, les amis.
Ça sera donc également la fin du live du jour. Nous passons à l'outro. Encore une fois, je continue de trouver ça super sympa. Un peu à la manière de Victor Hugo avec l'homme qui rit. Je trouve l'ensemble génial, mais par petits moments, il y a des trucs un peu chiants parce que hyper détaillés pour rien, j'ai l'impression. Euh, Après, là, c'était pas autant que la dernière fois quand même, faut pas déconner. Parce que la dernière fois, on a vraiment eu une énumération de noms propres pendant 4-5 pages, c'était horrible. Mais là, il y a eu encore un peu ce truc-là d'aller de groupe d'hommes en groupe d'hommes et à chaque fois de redéfinir qui ils sont, d'où ils viennent et ainsi de suite. Mais bon, franchement, c'était moins pire que l'autre fois. Je dirais même que c'était ok tiers, voire sympa, parce que du coup, là, on était plutôt sur un champ qui parlait vraiment de guerre. C'était vraiment description de la guerre en quelque sorte. Et puis, ouais, remotivation à la guerre aussi, avec voilà, les interventions divines qui sont hyper intéressantes, parce que du coup, t'as vraiment l'impression que c'est juste des disputes des dieux qui décident de guerre et de conflits meurtriers. Donc c'est hyper intéressant à voir comment c'est organisé, je vais dire, dans la pensée des gens de l'époque. Bon, encore une fois, on est sur une fiction, mais bon. Euh, ils croyaient aux dieux, donc on peut se dire qu'ils les voyaient de cette manière. Euh, donc ouais, c'est hyper intéressant. Hyper intéressant. Et, euh, et du coup, ce côté Agamemnon qui va voir tous ces hommes pour un petit peu tous soit les motiver, soit les féliciter, soit les quereller. Euh, Ça faisait un peu répétitif, ça faisait encore une fois un petit peu ce truc-là répétitif avec plein de noms propres. Mais au final, c'était quand même sympa parce que je trouve que ce qui transparaît beaucoup dans ce chant, c'est l'aspect justement épique du côté, enfin voilà, de épique au sens comme on l'entend quand on pense à l'épopée. Donc ce truc-là de on est des frères d'armes. Ce truc-là de presque on est une famille et on se bat les uns avec les autres et on donne tout et pour l'honneur et ainsi de suite. Et c'est vraiment pas des sentiments moi personnellement qui me touchent. Euh, J'allais dire je déteste la guerre en même temps, qui dirait j'adore la guerre, mais bon bref. Ouais, c'est la guerre et tout ce qui a en général rapport à la guerre m'intéresse pas parce que j'aime pas la guerre, tout simplement. Euh, mais là, il y a un sentiment bien transcrit, je trouve, et assez grandiose, assez magnifique, comme on pourrait se l'imaginer dans ce côté épique de relations, de grand respect, de grande bravoure partagée entre les différents protagonistes. Donc c'est hyper cool, ça, j'aime beaucoup ce sentiment-là, enfin, la manière dont il est décrit dans ce texte, je le trouve très agréable à lire. C'est vraiment cool. Et sinon, c'est marrant, j'aime bien la manière qu'a le narrateur de parler. Enfin, l'organisation du texte semble relativement euh, classique, mais très efficace, je trouve. C'est-à-dire que il y a vraiment le narrateur qui laisse beaucoup de place aux gens pour parler quand même, aux personnages. Donc ça, c'est très cool. J'aime beaucoup la manière dont sont faits ces espèces de grandes tirades, ces espèces de grands discours comme ça, à des troupes complètes. Je trouve ça vraiment cool. Encore une fois, profusion de personnages dans tous les sens, etc. Bref. Et le narrateur au sein de ça, je trouve, agit presque comme une voix off en fait. C'est pour ça que je trouve que enfin, je comprends totalement en quoi ça a été une évidence et une réussite de le transposer au cinéma, en film, en série et ainsi de suite. Parce que vraiment, ouais, la voix du narrateur fait presque penser à une voix off dans sa manière de raconter les choses. Donc c'est hyper intéressant, hyper intelligent. C'est hyper bien fait. Et ouais, du coup, ouais, voilà, j'ai repéré, bah, vous aussi certainement, mais un petit truc rigolo qu'il fait souvent, c'est ce côté, c'est ce truc de faire des comparaisons. Après, c'est de la poésie, hein, faut se dire ça aussi. C'est vrai que Homer,
le nom, enfin le surnom d'Homère, c'est Homère le poète, Homère Laède. Donc voilà, c'est vraiment de la poésie. Et comme je vous le disais la dernière fois, il y a des choses qui reviennent un peu comme une ritournelle comme ça. Il y a des choses comme ça qui reviennent comme un petit refrain, des phrases qu'on revoit souvent, notamment dans les titres des différents personnages, mais pas que. Il y a aussi des formulations de phrases toutes faites qui reviennent souvent et tout. Et sinon, quelque chose qui revient très souvent, mais j'ai envie de dire comme dans la poésie et comme dans beaucoup de fiction, mais c'est vrai que là, la manière qu'il a de le faire est assez similaire à chaque fois et c'est très reconnaissable, je trouve. C'est la manière de faire ces comparaisons, de prendre des images de la mer, de la nature, en fait, très souvent, de la nature, de comment agit la nature, comment marchent les astres, la mer, l'orage, la tempête, je sais plus, à un moment il y avait ça aussi, je crois. Et voilà, de faire un peu une description et de dire, comme la mer quand elle fait ceci, cela, et qu'on entend ceci, cela, nanana, et puis finir par tel était le peuple de machin, tel était les gens à tel endroit, et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup ouais, il y a beaucoup cet outil qui revient dans l'écriture d'Homère, que je trouve, intéressant et bien utilisé parce qu'encore une fois, ça ajoute une certaine poésie, une certaine esthétique, une certaine beauté à tout ça. Euh, ouais, il y a quelque chose de. On perçoit quand même que c'est violent parce que il y a la description parfois de quelques actes violents avec gore, avec du sang, avec des morts et ainsi de suite, des blessures graves et tout. Mais au final, ce qui est cool, c'est que c'est pas tant descriptif en ce sens-là. Ça va pas tout le temps parler de. Alors là, il a donné un coup d'épée à droite et puis là, il a donné un coup d'épée à gauche, ce qui serait, je trouve, très nul à lire anyway. Ce serait vraiment ça, c'est vraiment un truc qui se prête au cinéma pour le coup, mais qui se prête pas au texte, je trouve. Ça devient vraiment chiant et même incompréhensible si tu décris un combat précisément à l'écrit, je trouve. Et du coup, voilà, ça qui est cool, c'est que malgré ce contexte de guerre, ce contexte violent et gore et sanguinolent, et voilà, il y a une espèce de, ouais, de volupté dans la manière d'Homère de parler de tous les événements qui se passent et ainsi de suite, d'injecter du grandiose comme ça. Franchement, c'est fort. Je trouve ça vraiment très fort, je trouve ça vraiment très bien écrit. D'ailleurs, le travail de traduction a pas dû être évident, et gros GG parce que gros bravo, parce que c'est vraiment incroyable aussi. Voilà, hein. On est tout bon pour aujourd'hui, les amis. Comme d'habitude, je vous invite en rediffusion sur YouTube. Je vois que je suis vachement bas dans l'écran parce que je m'affale un peu sur mon siège aujourd'hui, j'ai mal au dos. Hop. Mais oui, du coup, sur YouTube, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un like ou un dislike selon votre appréciation de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner. Ça permet de faire évoluer la chaîne. Et quand je dis ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas des conneries. Ça me permet, moi, à titre personnel, de me remettre en question, d'essayer d'améliorer les choses, et ainsi de suite. Mais même, tout simplement, en termes d'algorithme, vous connaissez ce terme bien sur YouTube, je pense. En termes d'algorithme, un j'aime, un commentaire, bah, ça veut dire que ma vidéo sera beaucoup plus visible grâce à vous et que je peux toucher d'autres personnes et ainsi de suite. Donc c'est vraiment hyper important tout ça. Donc merci à ceux qui le font, à ceux qui prennent le temps de le faire, c'est très gentil de votre part. Sur ce, on se retrouve demain pour une émission à 14 heures. Donc ça sera en compagnie de Jumpy et ça sera à l'abordage de Dark Crystal, le temps de la résistance. 2-3 heures à discuter de cette série Netflix ensemble. J'ai vraiment hâte, ça me hype à l'infini. Et ça sera tout pour les lives de cette semaine. On a également un autre rendez-vous qui n'est pas un live, si vous le désirez, sur mon Discord, dimanche à 21 h, de 21 h à minuit, comme tous les dimanches. On se retrouve pour une veillée, pour discuter, pour jouer à des jeux de société, pour jouer à des jeux vidéo ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est un rendez-vous qui est toujours très plaisant et dans lequel on s'amuse bien. Voilà, voilà. Bah écoutez, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon, je pense qu'on est bon.
Je vais vous souhaiter à tous une bonne écoute. Une bonne écoute, j'ai tellement l'habitude de dire ça, c'est ouf. Je vais vous souhaiter à tous une bonne nuit et vous dire à la prochaine pour une prochaine lecture, une prochaine découverte ou une prochaine partie de gaming. Et bye bye!